Alors Guillaume, on va évidemment parler de cette dernière période, hein, la guerre, pendant laquelle vous êtes retourné plusieurs fois en Ukraine, mais un mot aussi, parce que évidemment ce pays, vous l'aviez vu évoluer pendant les 20 ans, et puis je pense on saisit pas ici la force des changements qui avaient eu lieu dans ce pays. C'est un pays qui s'était extrêmement modernisé, qui avait beaucoup souffert aussi dans les années 90, comme les autres pays de l'ex-URSS, mais qui s'était vraiment modernisé beaucoup plus qu'on peut généralement l'imaginer ici, hein. Oui, en fait, très rapidement, en 20 ans, ça a été dingue le changement. Mais peut-être qu'on peut même projeter les images, parce que la première image que je voulais vous montrer, 2001, vous voyez, c'est les troupes militaires de la mer Noire, et ils avaient des brassards avec le signe communiste. Et là, 2001, on sent encore les vestiges de l'époque soviétique et communiste. Et ça va changer très très vite. 2004, on arrive en 2004, donc 3 ans après. Voilà, là on est à Maïdan. On est devant la Rada, on n'est pas à Maïdan, mais c'est la révolution orange. Et la population est en lutte, et il y a déjà un passage. Alors il y a encore des vestiges, il y a encore des choses quand on va quand on sort un peu de Kiev, le parti communiste est encore fort, mais il se passe quelque chose. Il y a une jeunesse qui arrive, qui se tourne vers le monde et qui veut sortir de l'Empire soviétique, enfin de l'influence, des vestiges de l'Empire soviétique. Voilà, et donc là on est à Donetsk, pendant la révolution orange. Et ce qui m'intéresse dans cette image, c'est que donc pendant la révolution orange, il y avait 2 camps en gros. Il y avait les oranges tournés vers l'Europe et les bleus tournés vers la Russie. Les bleus, ils soutenaient Yanukovych, qui a été le président après qui sera chassé. Et tous ces gens-là que je vais photographier, on est le 30 novembre 2004. Et tous les gens, non, 1er décembre 2004, donc le jour de mon anniversaire. Et je dis ça parce qu'en fait, j'avais ma fixeuse qui leur avait dit que c'était mon anniversaire. Et donc, je me promenais dans la foule et tout le monde me disait Happy birthday to you, Guillaume. Donc, c'était très étonnant. Et à droite, vous voyez, il y a un Cosaque. Lui, je vais le revoir en 2014. Il sera séparatiste. Donc, tous les gens qu'on voit là, ils vont partir du côté pro-russe et ils vont être dans les républiques séparatistes après. Là, on est dans les mines de Donetsk, enfin pas de Donetsk, mais à côté de Donetsk. C'était germinal, hein. On était à moins 800 mètres sous terre. Ils creusaient encore à la main. Je vais revenir. Alors, pendant la descente, en fait, je vais passer quelques temps avec eux, avec les mineurs. Et pour photographier, je vais couper ma lampe. Et ça va étonner tous les mineurs parce qu'ils se disent la lumière, c'est la vie. Ce mec est complètement fou. Et voilà. 10 ans après, je reviens. C'est passé du côté séparatiste. Et je vais dans un quartier de mineurs. J'ouvre la portière. Et je sors de la voiture. Et là, direct, je tombe sur quelqu'un qui m'a dit « Ah, Guillaume !» C'était un ancien mineur qui était là au même moment, qui se souvenait de moi parce que j'avais coupé la lampe. Et par lui, il va me faire rencontrer plein de gens dans le quartier. On va retourner dans la mine qui sera fermée, qui aura été bombardée et tout. Donc c'est quand même dingue le temps passant. Mais quoi qu'il arrive, il y a des liens qui se créent en fait avec les personnes que je peux photographier. Bon, là, c'est Pripyat. Pripyat qui est un marqueur dans mon parcours photographique. Il y a une partie des photos qu'on voit à l'entrée qui sont dans la zone interdite de Tchernobyl. Donc, moi, je vais à Tchernobyl depuis 2001, mais j'y étais encore en juin dernier. Donc, c'est un territoire où je vais régulièrement, qui m'intéresse, parce que le temps s'est figé. Et puis j'ai essayé de comprendre Tchernobyl à tous les niveaux historiques, les traces du passé, mais aussi comment les gens continuaient à vivre autour et à l'intérieur de la zone. Donc j'ai passé plusieurs mois à arpenter le territoire d'une manière officielle et clandestine, et j'ai rencontré une vie parallèle en fait à l'intérieur de la zone interdite. Donc là on est en, je sais plus,
2008, je crois, 2006 peut-être. Quand la révolution orange amène comme président Yushchenko, il y a un vrai retour de l'esprit national ukrainien, et donc des Cosaques. Et donc il y avait plusieurs mouvements chez les Cosaques. J'avais rencontré un maître d'arts martiaux qui avait voulu recréer le sport de combat des Cosaques à travers la danse traditionnelle qui s'appelle le Gopak. Et lui, il en avait fait un Gopak de combat. Et à l'intérieur, il y avait une jeune femme qui était championne de MMA, donc de sport ultra de combat, qui voulait recréer les tribus Amazones. Donc on dit que les Amazones en fait étaient ukrainiennes, ce qui m'étonne pas parce que c'était des femmes qui luttaient et voilà. Et donc elle voulait recréer les tribus d'Amazones, c'était une sorte d'utopie. Et je trouve que en fait ça parle bien de l'esprit ukrainien. Voilà. Là on est Crimée, à Simferopol, et c'est une publicité contre l'entrée de l'Ukraine, la possibilité de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. On est toujours en Crimée et on voit que là c'est vraiment c'est les pionniers, une pionnière communiste, et on est vraiment dans un registre de l'époque soviétique. Alors j'ai choisi ça, c'est une photo faite avec une des fondatrices des Femmes, donc le mouvement militant féministe qui manifestait seins nus. Je les avais rencontrées juste après avoir fini un gros travail sur Tchernobyl. Et je les voyais arriver à Kiev et elles faisaient leur démonstration, leur performance. Et je trouvais que c'était un mouvement qui allait être fort parce qu'elles arrivaient à mélanger des performances artistiques avec un projet politique, enfin militant féministe. Et pour moi, elles annoncent Maïdan, elles annoncent la révolution Maïdan dans cet esprit de résistance. Elles ont dû quitter l'Ukraine et elles ont été réfugiées à Paris. Elles ont un statut de réfugiées. C'est une des premières statues de Lénine qui a été coupée. J'ai plus le nom de la ville, c'est dans la région de Odessa. Et c'est pendant la révolution Maïdan en 2013. Alors donc j'étais parti avec Benoît Vitkine du Monde et on avait enquêté, mais qui avait coupé la tête de Lénine? On n'a pas trouvé. Ça pour les photographes, c'est pain béni. Hein. Oui, ouais. Mais pour moi c'est très symbolique, hein, le Lénine coupé, parce que ça parle de la fin de l'époque soviétique, de cette lutte contre cet empire. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est une guerre impériale. Hein, faut pas se leurrer. D'un côté, une guerre impérialiste, et de l'autre, les Ukrainiens qui luttent, qui se battent, ils font une guerre de décolonisation. Et c'est important de le dire. C'est un mot qui revient très souvent là-bas, hein, décolonisation d'ailleurs. Oui. Là, on est à Maïdan avec deux Cosaques, et moi, j'étais. Alors le monsieur à droite, là, qui est assis, il est resté pendant toute la révolution de Maïdan assis là. Il n'a pas bougé. Il était sympa, il était directeur d'une école de Cosaques. Et ce que je trouvais fort, en fait, photographiquement, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un autre siècle. Et en même temps, ils ont leur petit badge, vous voyez, accroché là autour du cou, qui nous ramène à notre époque. On est en janvier 2014, donc dans une rue qui est parallèle à la rue Maïdan, qui amène à la Rada et au bureau présidentiel et voilà, du gouvernement. Et il va y avoir des combats très très forts. Moi, je vais être à un moment donné, la veille au soir, il y aura, je crois, un mort, si je ne me trompe pas, et il y aura des barricades faites avec des bus brûlés, des voitures, des sacs de sable remplis de neige. Et il va y avoir des barricades faites avec des pneus brûlés, donc des flammes qui vont monter très haut. Et ça va être une ambiance complètement dingue toute la nuit, et même la nuit d'après là, où d'un côté, dans la nuit, il y aura les forces de l'ordre en face qui taperont tout le temps sur leurs boucliers pour faire du bruit. De l'autre, les militants
d'Euromaïdan qui vont taper sur tout ce qu'ils peuvent pour faire du bruit. Donc ça va être une lutte de bruit. Ça va être assez dangereux parce qu'évidemment, il y a des flammes, il y a des jets de pierre. De l'autre côté, les policiers envoient des grenades de désencerclement. Et autour des grenades de désencerclement, ils aiment bien scotcher des bouts de métaux. Et donc c'est très dangereux et on ne voit rien. Donc quand on photographie, il faut rentrer dans les flammes. On ne sait pas d'où vient le danger. Enfin, on sait que le danger il vient des forces de l'ordre, mais on ne sait pas comment ça peut arriver. En même temps, il y a les pompiers qui envoient de l'eau. L'eau, il fait moins 17 degrés. L'eau, elle tombe sur nous, elle gelée sur les vêtements. Et j'ai une scène complètement dingue parce qu'il faut imaginer, c'était fou. Un soir, il y avait un homme torse nu qui montait sur un bus brûlé. Il était torse nu avec la foule autour. C'était une scène de Mad Max. Il avait une tronçonneuse et il la faisait rugir comme ça. Et les gens criaient et tout. C'était une scène dingue. Le lendemain, il y a des femmes qui viennent. Donc toute la matinée, il y a une période très calme. La zone qui sépare les policiers et les manifestants, c'est devenu une mer de glace. Il faut marcher sur la glace. Donc c'est très dangereux d'ailleurs parce qu'il ne faut pas se casser la figure. Il y a des femmes qui viennent, qui demandent aux policiers de ne pas attaquer. Elles se font refouler. Et là, c'est une scène romaine où on voit les policiers avec leurs boucliers qui arrivent comme des tortues. Vous voyez ? Moi, il y a un endroit. Alors, vous voyez les policiers à gauche. On voit qu'il y a un petit balcon à un moment donné là, juste là où il y a deux personnes, mais juste au-dessus de leur tête. Bon, moi, j'étais là avant. J'étais en bonne position pour photographier parce que il y avait d'un côté les manifestants, de l'autre les policiers. Et à un moment donné, ça commence à charger. Et là, je vois au milieu des boucliers des fusils à pompe sortir de la part des forces de l'ordre et ils tirent dans la foule. Et ils tiraient à balles réelles. Et après, il y a eu une charge ultra violente. Il y a eu 5 morts. Et c'était le premier moment où il y a eu des morts, autant de morts dans la Révolution. Là, pareil, c'est un moment pour moi clé. Tout a l'air calme, hein, mais derrière, c'est ce qu'on voit avant. Pour me protéger, en fait, je me cache avec la fumée. Et ces jeunes, c'est des étudiants en architecture. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont habillés très proprement. On voit qu'ils ont mis leur tenue de ski. Ils ont leurs pantalons, etc. Leur matraque, là, leur gourdin, c'est des manchons de pioche achetés chez Leroy Merlin. Tout neuf, ils viennent de les couper. On peut même voir encore les codes barres. C'est la première fois qu'ils sont confrontés réellement à la violence d'État. Et le soir, ils seront totalement noirs, complètement sales avec le charbon créé par les pneus brûlés. Et c'est une partie de ces jeunes se retrouveront quelques mois plus tard sur la ligne de front dans le Donbass. Là, c'est après la centaine de morts qu'il y a eu sur la place Maïdan. Je vois ce jeune homme. Pour moi, en fait, j'ai plein d'images qui m'arrivent dans la tête, des images du XXe siècle, des images de Robert Capa, de la guerre d'Espagne, des résistants français avec le béret. Je m'approche, on échange juste un regard. Je lui dis si je peux je me demande si je peux le photographier. Il est OK, ça dure 2 secondes, je le photographie. Il m'a recontacté il y a 2 mois. En fait, il m'a recontacté le 24 février là, de cette année en me disant je ne savais pas que c'était vous qui avez photographié, etc. Il va bien, il est toujours à Kiev, il est artiste et il a une moustache maintenant. Là, on est à Sloviansk. C'est des milices pro-russes. Enfin, non, c'est pas des milices pro-russes, c'est des Russes. Lui, c'est le mec en face, là devant, avec la grosse barbe, qui est très sympathique, comme vous voyez. C'est un mercenaire qui se dit cosaque. Les types derrière, je ne sais pas qui c'est, mais je ne sais pas s'ils font partie des forces spéciales ou tout. En tout cas, c'était très très tendu. Ils avaient enlevé le maire, ils l'avaient séquestré dans la cave.
On essayait de discuter avec eux. Moi, je faisais l'idiot pour les photographier en me disant, ils me disaient pas de photos, et moi, ah oui, pas de photos, je continuais à photographier. Et ce type-là, après, en fait, il va revenir en Russie, il va être arrêté pour trafic de drogue. Et d'après moi, enfin d'après les dernières infos que j'ai eues, il n'est pas reparti se battre en Ukraine aujourd'hui. Un vrai suivi, hein. Ah ouais, bah j'essaie à chaque fois de revenir pour voir un peu les... Là, on est à Mariupol. C'est une journée très dure. Il y a eu des combats, quelques combats. C'est les premiers combats à Mariupol. C'est le commissariat qui a été attaqué par des séparatistes. Il y a 2 morts, 2 policiers morts. Et l'ambiance, elle était complètement dingue quand on sort. Je travaillais pour Paris Match. J'étais avec Alfred de Montesquieu qui travaillait pour Paris Match, grand reporter. On arrive, on sort de la voiture. En fait, dès qu'on sort de la voiture, il y a une ambiance électrique, moite, dans la ville. La foule, elle est imbibée. Et on sent que ça va dégénérer. Il y avait des hordes de personnes pro-russes qui cherchaient les journalistes, qui les attrapaient et qui, sans parler, sans amener la violence, enfin sans discuter, tapaient directement les journalistes. J'ai vu un caméraman de la CNN ou BBC, il filmait, quelqu'un est arrivé, il lui a donné un coup de poing, il lui a cassé la caméra, il lui a pris les passeports, il a déchiré les passeports. Et donc là, c'était très dangereux, il fallait partir discrètement. Ça, c'est au printemps 2014. Hein. Ouais. Là, on est toujours à Mariupol, automne 2014. C'est là où, vous voyez, quand on parle de la résistance ukrainienne, là, on la voit déjà en 2014. Ce sont des femmes qui font des tenues de sniper pour équiper l'armée qui était sous-équipée. Et ce qui m'intéresse dans l'image, c'est que si je ne vous dis pas ce que c'est, on pourrait croire qu'elle fait un habit traditionnel pour une fête, un carnaval, etc. Et puis avec les enfants et le ballon. Donc il y avait une sorte de... C'est ça que moi, j'admire chez les Ukrainiens. Hein. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il y a un sens de l'humour chez l'Ukrainien. C'est vous, je crois. Il y a l'humour chez les Ukrainiens qui est très fort, et la vitalité. Et donc là, on est dans une période où on a peur, c'était 2014, on avait peur que les Russes attaquent, envahissent. Il y avait des jeunes, d'ailleurs, qui s'entraînaient au combat. Et il y avait quand même une sorte d'espoir, quoi qu'il arrive. Il y avait une joie de vivre, quoi qu'il arrive, malgré la gravité. Et on le voit avec les enfants là qui se promènent avec leurs ballons, voilà. Et ça, en fait, pour moi, c'est toujours très impressionnant, quoi. Et un petit mot sur Mariupol, comme on y est, à quoi elle ressemblait cette ville dont on dit que c'était une des villes les plus agréables d'Ukraine et qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Ben, c'était très agréable, on se promenait le long du port, on allait manger dans des restaurants à côté. Moi, mon hôtel, il était à côté du théâtre qui a été détruit. C'était une place aussi... Enfin, en fait, on se sentait bien là-bas, ouais. J'ai plus le nom en tête, vous allez m'aider, les Ukrainiens, c'est Savour. Bref, merci. Voilà. Et c'est un lieu qui a été pendant la Deuxième Guerre mondiale un lieu stratégique où il y a eu beaucoup de combats. Et quand j'y retourne, ça a été aussi... Là, on est côté séparatiste. Il y a eu des combats énormes pour avoir cette colline. Et donc c'est une colline. Et quand je photographie ce lieu, qui était devenu un mémorial, je me dis, c'est dingue, la géographie, c'est vraiment... Quoi qu'il arrive, elle ne change pas. Et les lieux stratégiques, tactiques, qui ont connu des combats, s'il y a de nouveau la guerre, connaîtront les mêmes combats, parce que ça reste toujours des lieux stratégiques. Là, je suis avec un bataillon, le bataillon Haïdar. Et ce jeune, il était dans le marketing avant, il s'est engagé chez Haïdar. Il a été blessé plusieurs fois. Et voilà, d'ailleurs, une partie du bataillon s'est réengagée, des anciens du bataillon se sont réengagés le 24 février, et une partie est morte. Là aussi, on est encore... c'est des images, en fait, vous voyez, ça c'est 2016. Et tout ça pour vous dire que c'est des images qu'on pourrait refaire aujourd'hui, mais c'est des images qui n'ont jamais quitté l'Ukraine depuis 9 ans.
Là, je suis dans la République, la pseudo-république séparatiste de la LNR, et je suivais des Cosaques pro-russes. Et c'était assez compliqué de rentrer en contact. Et là, j'avais sympathisé avec cet homme, entre guillemets, que les gens appelaient le criminel. Donc il avait fait de la prison, on a passé... avec lui, j'avais pu faire quelques images et tout. Après, on a été sur un terril boire de l'alcool. Et en fait, c'était une très mauvaise idée parce que c'était évidemment surveillé par des snipers. Donc après, on a été arrêté par la police. Moi, j'étais là clandestinement. J'avais pas les accréditations, donc j'étais très, très inquiet. Et les Cosaques ont permis de sortir parce que dans cette république de la LNR, il y avait les Cosaques qui voulaient créer une république autonome, et puis les séparatistes. Et les Cosaques ont pu me sortir, mais ce qui n'était pas... voilà. Et le lendemain, en fait, comme il était paranoïaque, il pensait que j'étais un espion américain. Et donc pendant 24 heures, avec notre fixeur, on jouait au chat et à la souris pour ne pas être attrapé par lui. Voilà, et donc cet homme, c'était un chef cosaque. Et quand je le rencontre, donc là je mets 48 heures pour le rencontrer, il nous donne rendez-vous avec ces hommes dans un restaurant. Je l'attends dans le restaurant, 2 heures, dans une pièce privée. Vous savez, parfois dans les restaurants ukrainiens, on peut louer une salle et on peut l'avoir pour nous. Et donc là, on est dans une pièce privée, tout en long, avec une grande table au milieu. Et à un moment donné, on les voit arriver. Il est entouré par des hommes armés. Il y a une ambiance électrique dans la salle. Il s'assoit en face de nous et il dit à Vadim, qui est mon interprète et fixeur, enfin qui était, il me dit je peux vous tuer maintenant, je suis comme Goebbels. Et Vadim, je ne l'avais jamais vu comme ça, il est livide. Je le regarde, il est livide. Moi, je ne comprends pas. Je regarde, là, je me dis, là, il se passe vraiment quelque chose de pas bien, là. Et Vadim, c'est quelqu'un qui a un courage fou. Et moi, j'ai fait tous les trucs avec lui. Et là, je me dis, là, ça va mal tourner. Et puis, il a un sens de la répartie assez fort. Il dit, bah, avant de nous tuer, on va peut-être manger. Et donc, la nourriture arrive. Il ramène une bouteille de cognac. C'est ce mec-là, là. Il pose la bouteille de cognac en face de moi. Donc, il est en face de moi comme ça. Il dit, ben maintenant, on va boire. Et le problème, c'est qu'on n'était que 2 à boire. Il y avait les militaires, ils ne buvaient pas. Vadim, il conduisait. Et donc, pour être accepté par lui, il a fallu boire la bouteille de cognac avec lui. Là, je travaillais pour Arte. Donc dans la voiture, et après, en fait, moi, mon objectif, c'était de pouvoir les suivre après sur la ligne de front. Donc j'appelle Arte pour leur dire que je ne pouvais pas envoyer les images dans la nuit. Et il va me faire rencontrer les autres chefs cosaques. Et il va me raconter que lui, il est considéré, il était d'ailleurs considéré comme un terroriste parce qu'il avait enlevé quelques mois auparavant des membres de l'OSCE. Voilà. Le lendemain, je devais le revoir et puis il m'a planté et j'ai raté le reportage. C'était peut-être pas plus mal. On peut passer direct. Là, on est sur la ligne de front dans un petit village. On est à 1 kilomètre des lignes russes. Et il y avait plein de petites positions comme ça militaires avec des soldats qui vivaient dans des conditions très dures. Vous savez que l'armée ukrainienne, c'est la seule armée au monde où il y a des rapprochements entre les couples. Donc des couples mariés peuvent se battre ensemble. Et eux étaient mariés, ils ont divorcé depuis, mais ils étaient en première ligne et ils avaient un petit bunker pour eux, leur chambre, où ils avaient recréé leur intimité. Et après, j'ai fait un sujet sur plein de couples différents qui étaient en ligne de front pour se battre. Là, on est à Avdiivka. Je pense que vous avez peut-être, pour ceux qui suivent, Avdiivka, on en entend beaucoup parler parce qu'en ce moment, c'est vraiment très bombardé et ça a toujours été une ville stratégique importante. Et j'aime bien, j'arrive dans la ville, c'était 2017, février. La ville est complètement bombardée tout le temps.
Quand on arrive dans la ville, on va au centre-ville, il faut aller au bureau de presse militaire pour être accrédité. Quand on y va, en fait, on entend les bruits des bombardements proches. Et on rentre à l'intérieur, ils sont dans une ancienne école abandonnée, et il y a le bureau de presse à l'intérieur. On attend 2-3 heures, et pendant les 2-3 heures, je sympathise avec ce soldat, et je lui dis, j'aimerais faire une photo de vous. Il me dit très bien, et il y a leur dortoir. Et je rentre dans leur dortoir, et il y avait cette scène derrière, qui était incroyable, parce qu'il y avait un décalage complet entre ce qu'on vivait et le côté paradisiaque. Donc il pose, alors pour la petite histoire, il y avait 7 lits. Et donc il y a Blanche-Neige. Et voilà, et donc la photo, elle fait la une du Monde. Et il n'est pas content de la photo. Il dit oui, je l'ai appris cette année en fait. Et il n'était pas content parce qu'il avait l'impression que je me moquais de lui, mais en fait pas du tout. Pour moi, c'était pourquoi il se battait en fait. Il se battait pour que des enfants continuent à rêver. Et donc il n'était pas content. Moi je ne le savais pas. Et puis après j'ai eu par cette photo et par la série j'ai eu un World Press photo. Donc la photo a fait le tour du monde. Et il s'est dit et merde. Et j'ai une copine qui le connaît bien, qui lui a expliqué la photo que c'était pas du tout pour se moquer de lui, au contraire. Et après, ça a fait la couverture du livre. Et cette couverture, elle a été choisie par des Ukrainiens, pas par les Français. Et maintenant, il a compris, donc je lui ai envoyé le livre, il est très content. Et il m'a renvoyé un message il y a 2 mois. Il était à Bakhmout. Il m'a renvoyé une photo où il est là dans une cave, tout est noir. Il a repris la même position. Et il m'a envoyé un message pour me dire, voilà, je suis toujours vivant, je continue à me battre. Et voilà. Là, j'ai rien à dire. C'est des ruines à Peshki, qui était une ville. Maintenant, je crois qu'elle elle est occupée par les Russes, en face de l'aéroport de Donetsk. Vous savez, l'aéroport de Donetsk, ça a été stratégiquement un combat horrible. Et il y avait une piste d'atterrissage qui après amenait à la ville de Peshki, qui était une ville agréable. Voilà. C'était devenu après une zone de combat où tout était détruit et j'étais face à cette ruine. Voilà. Lui, c'est Alexander. Je l'ai photographié en 2019. Il avait 24 ans quand je l'ai photographié. Il s'était engagé dans l'armée. Il pensait qu'il allait être cuisinier à Lviv. Et puis, en fait, il l'a envoyé sur la ligne de front dans le Donbass. Il passe 3 mois. Il est traumatisé. Il revient chez lui à Goulia-Polier, qui est la ville de Martno, vous savez, le célèbre anarchiste, qui est une ville de résistance. Et la première chose qu'il va faire, pour sortir de ces traumatismes liés à la guerre, il va créer des objets en métal. Et le premier objet en métal, ça va être cette main avec des lames de couteau en forme de doigt, enfin pour les doigts. Et quand je vois cet objet, je me dis, en fait, c'est les traumatismes qu'il a. Donc je vais le faire poser avec la main. Plus tard, il va faire des roses en métal. Et là, j'ai appris qu'il y a 2 mois, il a été tué. Il s'est réengagé, il est mort. Là, on est en décembre, à Kiev, avec les coupures d'électricité. Alors, vous savez, on parlait, nous, de la crainte d'avoir quelques coupures d'électricité en France. Et quand on sait ce qu'ont vécu les Ukrainiens, je trouvais parfois que c'était indécent de notre part de nous dire « Ah, je vais avoir 1 heure d'électricité de coupée ». Voilà. Les Ukrainiens, ils vivaient avec des coupures permanentes. Je me souviens, je suis dans un supermarché, dans un quartier dortoir de Kiev, une galerie marchande d'ailleurs, coupure d'électricité, donc noir complet. Les gens ont continué tranquillement à vivre, ils ont continué leur course avec des lampes de poche frontales. Il n'y a pas eu d'émeute dans le supermarché pour voler. Tout le monde allait à la caisse, tout le monde est parti tranquillement. Cette femme, elle est seule dans son appartement et elle nous expliquait qu'elle vivait par rapport aux coupures. Donc, elle m'a donné un truc, si un jour ça vous arrive ou vous arrive. Le soir,
Alors, il y avait encore, elle avait encore le chauffage. C'était le chauffage au gaz. Donc, il y avait ces radiateurs qui chauffaient. Le soir, elle prenait une casserole, elle se préparait une omelette. Elle mettait tous les ingrédients pour faire une omelette. Elle posait la casserole sur le radiateur, et quand elle se réveillait le lendemain matin, elle avait une omelette prête. Et je trouve ça, mais en fait, c'est rigolo, mais en même temps, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Elle pouvait se réveiller, quand elle se couchait, elle laissait les interrupteurs sur le on. Comme ça, elle pouvait se réveiller dans la nuit si l'électricité allumée. Et là, hop, elle se précipitait pour faire les lessives, etc., etc. Et tous les Ukrainiens faisaient ça. Donc c'était... Enfin, à chaque fois, moi, il n'y avait pas de déprime d'ailleurs. D'ailleurs, ils râlaient pas. Hein. Ils n'étaient pas en train de se dire « Oh là là, c'est dur ce qu'on vit ». En fait, non. Ils faisaient les choses. Pour eux, ça faisait partie du combat. Et voilà. Et malgré les coupures d'électricité, le pays fonctionne. Il y a notamment les trains qui sont électriques, mais qui partent à l'heure, à la minute près, et qui arrivent à la minute près. Ah, le train, c'est extraordinaire. Hein. Le train, c'est vrai qu'on n'a jamais c'est le moyen de transport le plus fiable. C'est comme la France il y a 20 ans, quand on se disait il est 7h01 départ et arrivé, je ne sais pas quelle heure, machin, mais à la minute près. Et comment 40 ans. Là, on est à Irpin. Voilà, le quartier qui a été vraiment touché, envahi. Voilà. Et là, on est à Izium, qui a été occupé. Il y a eu plus de 400 fosses comme ça qui ont été creusées. Et certaines personnes ont été... Alors, c'était le croque-mort de la ville qui enterrait les corps, mais il faisait ce qu'il pouvait pour les enterrer dignement. Certaines personnes, on ne sait toujours pas qui ils sont. D'autres, on a pu les reconnaître avec des tests ADN. Certaines avaient des traces de torture. D'autres étaient des traces d'exécution avec les mains liées avec du scotch. Et à l'intérieur, en fait, on a retrouvé, via un test ADN, le corps d'un poète ukrainien qui vivait dans une petite ville à côté, qui croyait en l'Ukraine indépendante, et qui écrivait des poèmes. Et son seul mal, c'était d'être considéré comme un nationaliste. Et il a été arrêté par les Russes un jour, et puis on n'a pas retrouvé son corps immédiatement, on l'a retrouvé là, il a été exécuté. Il avait un fils qui était autiste, et les Russes l'ont tué tout de même. Voilà. Je crois que c'est la dernière, oui. Et une question peut-être avant de passer la parole au public, on aura un temps pour quelques questions. Quand vous y retournez là aujourd'hui en Ukraine, le dernier voyage, je crois que c'était tout récemment, c'était en février, c'est quoi qui vous marque le plus ? En fait, moi, ce qui me marque, c'est ce que je dis un peu tout au long, c'est l'esprit combatif, c'est la résilience, la joie de vivre qui continue, l'humour, le fait de... L'humour ukrainien, il est incroyable. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils ont élu un comique qui est devenu un héros quand même. Et c'est ça qui me marque beaucoup. Il y a un truc... C'est pour ça que moi, je suis optimiste, en fait. Je me dis, bon, là, c'est vraiment horrible. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai la certitude que l'Ukraine va gagner. Je suis totalement convaincu, mais vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. L'Ukraine va gagner. Au moins, on termine sur une note positive. Merci, je crois qu'on termine avec merci à vous. Une illustration de tout ce qu'on a dit.